Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La question de ce soir à notre invité, c'est comment rassembler les Réunionnais autour d'une démarche, d'un projet, sans se faire avoir. Bonsoir, Éric Marcelli. Bonsoir, Gismir Ramoudou et les Réunionnais. Les Réunionnaises. J'allais dire, comment rassembler? Rassembler sans se faire après couper l'herbe sous les pieds. Comment rassembler? C'est une vaste question, mais ce qu'il y a surtout, après le combat qu'il y a eu à peu près il y a 5 ans de ça, on nous a menti. Tout le monde ment. À tous les niveaux, on nous a menti qu'on va pouvoir améliorer le pouvoir d'achat, mais seulement ça a dérangé surtout toute une, on va dire, une oligarchie. Ceux qui pensent pour la Réunion, ceux qui disent qu'ils travaillent pour la Réunion et qui, en dessous, font tout le contraire. On a bien vu quand Mme Girardin était venue à la Réunion faire tout le nécessaire, mais elle nous a dit une phrase très importante que j'ai retenue. C'est à nos politiques locaux de faire le travail. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Parce qu'on a la possibilité d'avoir des lois pour le budget de la Réunion, pour dire ça, c'est à tel service ou telle organisation. C'est fait déjà. Mais le problème qui se pose, on ne va pas vraiment dans le fond du problème. Pourquoi? Tout simplement parce que nos élus ne veulent pas prendre leur responsabilité. Ils préfèrent que ce soit Paris. Alors, je vais faire une image. C'est un petit peu comme un médecin qui soigne des symptômes et non pas la maladie. Exact. On donne des antibiotiques pour la surface, mais la profondeur, on n'y touche pas. Et la profondeur, il y a beaucoup de choses à voir, parce que nous avons mis en place, après, avec bien sûr que la région, il y avait l'OPMR, et au plus 50 citoyens qui ont été greffés sur l'OPMR. Mais qu'est devenu l'OPMR aujourd'hui? C'était pour la transparence des prix, bien sûr, quand c'était en place, on était contents. On était contents. Il va y avoir enfin quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler, sur les prix, sur les marges et ainsi de suite. Et c'est tout le contraire qui s'est passé, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, combien reste-t-il de personnes citoyennes qui avaient été choisies à l'époque dans ce qu'est l'OPMR? L'OPMR, on sait très bien que ce sont nos élus. Il y a des gens de la grande distribution, des transitaires, il y a des politiques, il y a aussi des associations sur la consommation et l'État. En plus, on retrouve l'État aussi. Éric Marcelli, ça veut dire qu'il faut revoir la démocratie participative et donner aux citoyens un vrai moyen de contrôle sur la politique. Nous devons le faire. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure aujourd'hui, que ce soit sur le plan national, européen et le plan local, le citoyen n'a pas son mot à dire. Donc, soit il accepte la fatalité et dit « je ne peux rien faire, ça reste comme ça », ou soit on se bagarre dans les rues, quel que soit, comme on voit dans certains quartiers pour la sécurité ou autre, surtout parce qu'il y a quelque chose qui a été menti d'un côté, ou soit on essaye de trouver une solution, comme vous avez dit, pour donner la transparence à tout ce qui se passe. Mais seulement, si on donne la transparence, il y en a qui vont avoir peur. De toute façon, il y a eu à un moment donné une commission de transparence, je crois, je ne sais plus à quel niveau, mais ils ont mis une commission de transparence qui a vite disparu, qui a été dissous. Ça a été, j'allais dire, ça a périclité à une vitesse incroyable. Et la question, encore une fois, est-ce que on l'a vu pour les Gilets jaunes il y a 5 ans? Oui, 2018. 6 ans. 5-6 ans maintenant. 6 ans cette année. Ouais. On l'a vu que le pouvoir en place a peur du peuple et a vite acheté 2 ou 3 sur les ronds-points. Et d'un coup, il y a eu un tel désordre entre les meneurs des Gilets jaunes que tout est parti à volo. Oui, c'est exact, c'est bien ça. Il y a eu, on va dire, des infiltrés, comme on peut dire. Et il n'y a pas que 2 ou 3, il y a eu un petit paquet.
Parce que moi aussi, on a voulu m'acheter. Et j'ai dit non. Et parce que j'ai quand même des valeurs que mon père m'a inculquées. Voilà. Et ces valeurs, elles sont toujours là. Et au contraire, elles sont grandies. Hein. Comme la plupart des gens le savent, je suis un enfant du Bumilhomme. C'est-à-dire qu'on avait dit à l'époque à mon père qu'il reviendrait au bout de 3 ans. Il a mis 30 ans pour venir. Et on continue à le faire à l'heure aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu l'ANT, le CNARM et l'ADEOM maintenant, et qui permet de dire que vous allez apprendre ailleurs, ça sera mieux, vous allez voir, ça sera très bien comme ça, et vous allez pouvoir revenir travailler. Mais quand les jeunes reviennent travailler, même à l'heure actuelle, il y a beaucoup de difficultés pour eux de trouver du travail. Donc nos forces actives, on préfère qu'elles s'en aillent, et d'autres personnes prennent leur place, avec la qualification ou pas, et on oublie ça complètement, ben, ils ne peuvent plus rentrer au pays. Et ça fait que leur vie, elle se fait à l'extérieur. Donc déjà, on a menti à nos enfants, comme on a menti aux Réunionnais qui sont partis dans les années 60 en métropole avec le Bumilhomme. Ça reste toujours pareil. C'est la continuité pour nos hommes politiques. Il y a une réalité, c'est que on ne veut pas d'un socle réunionnais, et surtout, on ne veut pas de Réunionnais qui sortirait du cadre. Parce que le Réunionnais qui pense différemment, il est vite marginalisé. Est-ce qu'on doit tous avoir la pensée unique? En tout cas, il faut penser comme le pouvoir le veut. Ben, le fait d'avoir plusieurs cerveaux, ça demande à réfléchir. Au contraire, ça apporte une certaine motivation, chercher le meilleur pour son peuple. Et juste pour faire plaisir de le dire, on dit que c'est en frottant les esprits que jaillit l'étincelle. Exactement. Il me semble que c'est un grand sociologue qui l'a dit, et que j'ai eu l'occasion d'aller dans différentes conférences. Malheureusement, j'ai oublié son nom, mais la prochaine fois, je pourrais le dire. Et ce monsieur doit avoir 80-85 ans à l'heure actuelle. Alors, quand je dis que nos forces vives, il faut qu'elles partent ailleurs, c'est tout simplement, on veut que la connaissance, le savoir, c'est que pour les élites. Le peuple ne doit pas savoir. Aujourd'hui, je me considère plus comme un leader de conscience, hein, qu'un militant, je le suis toujours, qu'un homme politique, mais surtout un leader de conscience pour amener le savoir et la connaissance au peuple réunionnais. Je ne sais pas tout, je n'ai pas toute la vérité, mais j'apporte la vérité que j'ai pour que les gens travaillent autour et qu'eux aussi aillent chercher leur vérité. Vous voyez, quand on a mis, par exemple, le BQP, le bouclier... Qualité-prix. Qualité-prix. C'était bien. Mais j'ai des amis qui ont travaillé là-dessus. Et quand ils avaient vu que c'était déjà choisi, hein, qu'il n'y avait plus rien à dire, qu'on envoie des produits congelés à La Réunion, des poulets de Pologne, d'Ukraine, des choux congelés. Est-ce qu'on a besoin de ça ici? En plus, quand on continue à gratter dedans, eh ben on voit que ils obtiennent des subventions, les grandes surfaces obtiennent des subventions pour ce genre de consommation, qui n'est pas bonne pour la santé de l'humain, parce qu'il y a toute une chaîne derrière qui va aller avec. Hein. On ne va pas rentrer dedans tout de suite. Mais que le transport de ces produits est payé, est gratuit, et qu'on ne le retrouve pas dans le chariot de la ménagère. Il y a un problème là. Hein. Non seulement tout est gratuit, ils obtiennent des subventions, jusqu'ici, mais quand on va faire les courses, eh ben, le chariot il reste vide. Donc là, il faut tout revoir. Alors si les hommes politiques ne sont pas capables de faire un travail avec tout ce qu'ils ont mis en place, ben, on change. On met des personnalités nouvelles, des gens locaux qui connaissent le travail. La plupart des gens veulent faire du profit. Et à qui ça profite, le crime, encore? En 2009, ils étaient 10 à 25 000 dans les rues, justement, contre la vie chère. Il y avait le prix du carburant, il y avait le prix de l'alimentation, et ils sont descendus dans la rue. Est-ce que, malgré toute la hausse qui est visible depuis 2020, la population est plutôt sage. La population reste à la maison, et il n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas eu de... Qu'est-ce qui explique? Les Gilets jaunes, en 2018, c'était pour les prix aussi. Ils étaient dans la rue, contre les prix. Et le carburant, il allait augmenter à 1,20 €, un truc comme ça. On est descendu pour là. Voilà. Aujourd'hui, les prix sont au-delà. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a
la révolte. On peut dire que l'échec des Gilets jaunes en 2018 est aussi une des conséquences de ça? Je ne vais pas dire ça. Parce que là, il y a toujours une petite braise, une petite étincelle qui est là dans mon cœur et dans d'autres personnes qui ont été les vrais gilets jaunes. Ce n'est pas les politiques, les vrais gilets jaunes, hein, c'est ceux qui étaient dans la rue. Ce qui s'est passé à ce moment-là, on va dire qu'il y a eu la peur. La peur face à nous, face à des personnes, une milice. Je ne vais pas appeler la police, je veux dire une milice. Qu'on leur a dit de tirer sur les gilets jaunes. Combien de personnes ont eu un œil qui sont devenus borgnes? Combien de personnes ont été mutilées? Est-ce que cette police avait toute la légitimité de frapper sur leurs concitoyens? Ensuite, ce qui s'est passé aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, on nous a menti. On nous a fait croire. Hein? Et la peur, les gens aujourd'hui, qui est une émotion naturelle, ce qui se passe, c'est que si c'est pour descendre dans la rue et gagner le coup, mais ça va pas. Hein? Eric, allez à où? Hein? Et souvent on me dit, quand ça nous refait une opération gilet jaune, je dis, tu es prêt toi? Tu es prêt à gagner des coups? Hein? Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'on nous a mis en esclavage. L'esclavage moderne. C'est-à-dire que les gens ont des crédits, que ce soit voiture, maison ou n'importe quoi. Si je ne vais pas travailler, j'ai pas de sous, et on ressent tout ça derrière. Donc aujourd'hui, d'aller travailler, c'est comme si, on va dire, on va redescendre en 1789, par exemple, hein, et on est devenu esclaves pour nos maîtres aujourd'hui, nos maîtres politiques, nos maîtres de la grande distribution, hein, puisque c'est eux qui travaillent ensemble, avec les finances, bien sûr, qui nous ont mis en esclavage moderne. Donc on est toujours soumis. Et il faut sortir de cette soumission et de dire, oui, ok, je travaille parce que j'en ai envie, parce que j'aime ça. Moi, j'aime mon métier, je travaille, je me lève tous les matins, j'aime mon métier. Mais par contre, tout ce qui est, on va dire, escroquerie derrière, qu'on le voit à la grande échelle, hein, que ce soit sur nos hommes politiques ou de grosses sociétés, ça, je suis contre. Hein. Et là, mon gros cœur, il lève contre ces gens-là. Alors justement, là, il y a des démarches actuellement. Certains créent des associations, mettent en place une démarche. Et est-ce qu'on ressent au sein de la population une volonté de changer les choses? Alors là, le changement, c'est un bien grand mot. Hein. On a eu un président qui l'a choisi. Et puis, il n'y a pas eu de changement derrière, c'était pire, au contraire. Est-ce que la population est prête à changer? Déjà, on doit se changer soi-même. Soi-même. Si soi-même, on ne se change pas et qu'on reste dans la continuité de tous les jours, dans notre petit confort, ce qu'on a parce que j'ai une belle voiture, parce que j'ai un grand écran télévision, ou bien j'ai un beau canapé. Quand je rentre chez moi, je prends mon petit apéritif tranquille. Il n'y a pas de souci de ça. Mais est-ce que vraiment intérieurement on a envie de changer? Et on crie, ah, il faut changer, il faut changer, il faut changer quoi? Déjà, on va déjà enlever le mot il faut. Parce qu'il y a qu'à Faucon, il y en a beaucoup. Donc, le changement, je vais sur le terrain, j'y vais. J'arrête d'être avec mon téléphone portable sur et je tape dessus ce qu'il faut faire. Non, venez, accompagnez-nous. D'ailleurs, samedi matin, à 10h, en tant que citoyen et motard, nous faisons une manifestation, un rassemblement devant la préfecture contre ce contrôle technique. Et j'ai dit à mes collègues motards, vous venez si vous en avez envie, je n'irai pas vous prendre pour la main. On doit être responsable, chacun, de sa destinée. D'accord. Et beaucoup de personnes, encore quand je vois là où je travaille, mais disent Eric, mon petit monnaie tombe tous les mois là. Pourquoi mis sa bataille? Pourquoi mis sa bataille? Et que ça m'y gagne derrière. C'est vrai, mais moi je dis, moi je gagne ma liberté, moi. Hein? Et on a beau crier tout le temps, hein? On a beau rester de case tout le temps. Déjà, est-ce que ça va voter? Hein? Si ça va voter, on peut crier tout le temps, il n'avancera pas. Mais maintenant, ce qu'il faut dire aux gens, c'est allez voter et faites voter. Hein, il ne s'agit plus de rester la case et ne pas voter. Oui, le problème, c'est qu'on voit au niveau des votes la progression de l'abstention
Les gens ne croient plus au vote, le vote ne change plus grand-chose. C'est toujours des individus qui sont élus et qui apparemment ne répondent pas aux attentes des citoyens. Alors, comment aujourd'hui essayer de redonner envie aux gens de retourner dans l'isoloir et de faire cet acte citoyen, parce que c'est déjà un acte de voter. Et quand on dit mobiliser contre telle ou telle chose, aujourd'hui, c'est très difficile de mobiliser la population contre pour tel ou tel événement. Pourquoi contre? On devrait pour mobiliser la population pour. Hein, comme ça, on donne le sens pour un projet qui concerne la Réunion. Un projet qui peut éventuellement, à travers la Réunion, concerner la France. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes, comme vous dites tout à l'heure, travaillent sur différents projets pour que la Réunion rayonne sur l'océan Indien. Et voir plus loin. Hein, parce qu'on sait très bien, avec les différentes communautés que nous avons sur l'île, ça vient du monde entier. Donc, en faisant notre apport, notre petite île, qui est un laboratoire, aujourd'hui, pour les groupes pharmaceutiques, mais on peut faire un grand laboratoire pour le monde entier, pour le peuple. Exactement. En apportant une nouvelle vision, un nouveau paradigme. Et ça, c'est important. Et ça, seulement, comme on a la possibilité de le faire, eh bien, Adi, il ne gagne pas. Parce qu'avant, on était producteur d'oignons, producteur d'ail, hein, producteur, on va dire, de la canne à sucre, puisqu'elle existe toujours. Mais on a du maraîchage qu'on peut faire à grande échelle pour, déjà, nous à La Réunion, mais pour nos voisins d'à côté déjà. Mais seulement, on nous bloque. On nous bloque parce que, ben, faut pas que La Réunion y avance. La Réunion, on doit toujours avoir un chapeau. Hein. Au moins, comme ça, nous l'est toujours soumis. D'ailleurs, on le voit autrement aussi, par rapport à l'éducation nationale, où l'école a perdu sa place. Peut-être qu'ils n'ont plus les moyens, mais ils ont perdu leur place. Le savoir, qu'importe, dès l'instant qu'on décide d'enseigner à des gamins le savoir, on doit aller jusqu'au bout. Hein. Le savoir est important. Mais là, l'éducation ne remplit plus son rôle. Ça a complètement baissé le niveau. Hein. Et bien, les gamins, quand ils sortent de l'école en 6e, en terminale ou autre, ou qui deviennent parents, eh ben, il y a une chose quand même sur ce qu'on vient de dire par rapport à l'éducation nationale. Il y a aussi le fait que certains parents ne sont plus dans leur rôle et que l'enfant qui arrive à l'école n'est plus dans la posture de venir apprendre. Oui. Et c'est aussi, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'éducation nationale. Pour moi, le premier responsable, c'est le parent ou les parents, parce que eux ont aussi démissionné et que les enfants qui arrivent à l'école ne sont plus dans la posture d'apprendre, de venir apprendre, et qu'ils se foutent totalement de l'école. Mais je suis d'accord, mais vous prenez aujourd'hui des parents qui ont 25 ans aujourd'hui. Ils n'ont pas été éduqués. Et ce qu'ils éduquent aujourd'hui, ils reproduisent la même chose à leurs enfants. C'est ce qu'on voit actuellement avec on va dire, pour moi, c'est carrément des crimes qui se passent dans les écoles sur la métropole. Hein. Moi, je vais prendre tout simplement à côté de chez nous ce qui s'est passé derrière moi à Saint-André. D'accord ? On a menti à nos amis mahorais qu'ils allaient trouver l'Eldorado à La Réunion, à côté. Pourquoi ? Parce que nos hommes politiques qui les ont fait venir ici, c'était pour des voix. On les a achetés des caisses de poulet congelés. Ça, on ne peut pas me dire non. Donc la vérité, elle est là. Mais ces gens-là, ils sont arrivés tout en ayant confiance en hommes politiques. Oui. Mais seulement derrière, on les a laissés tomber. C'est pas eux que j'en veux, hein, ni aux enfants. C'est tout simplement à l'État, à la société qui n'a pas pris ses responsabilités pour les accompagner, parce que c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes connaissances qu'ils ont, c'est pas la même histoire. Donc c'est pas eux qu'il faut reprocher, c'est à nos hommes politiques locaux et nationaux. Et européens aussi avec, hein. Oui, c'est pour les Européennes du mois de juin. La question, encore une fois, c'est comment mobiliser, comment d'abord conscientiser la population, comment mobiliser cette population et comment faire en sorte que demain, les citoyens définissent un projet, construisent le projet pour justement éviter que les autres les manipulent, les autres font que leurs enfants se retrouvent à la rue, n'ont pas de travail. Comment cette population-là
peut prendre la main sur leur avenir et leur destin? Alors, on a parlé de changement tout à l'heure. Pour avoir un véritable changement, soit nous avons un décès dans la famille, un chômage, un divorce. Là, on peut avoir, ou un grave accident, hein. On se retrouve en fauteuil roulant ou autre. Là, il y aura un changement. D'accord? Nous avons aussi le changement qui se fait actuellement par nos hommes politiques, une douce violence, tout doucement. Ils nous ont mis un changement qu'on n'a pas vu arriver. Ou sinon, 2 générations, je dis bien 2 générations, voire 3. Et la dernière solution, ben, c'est l'insurrection. L'insurrection. Si on n'est pas écouté, il risque d'avoir une insurrection. C'est ce qui se passe actuellement dans certaines... ce qui s'est passé avec les paysans, hein, les agriculteurs. Une insurrection de paysans face aux normes européennes qui nous pillent, hein, et qui volent toute la population citoyenne française. Il n'y a pas que les agriculteurs, mais il y a toutes les corps de métier derrière qui se trouvent. Hein. Et moi-même, dans ma profession, ben, on subit tout ça. Hein. Donc, il faut un grand changement. Et le changement passera, comme j'ai dit, soit par l'insurrection et la révolte, soit par un décès, un chômage, soit par la loi, logiquement. Et le 4e, 2 à 3 générations. Là, c'est long. Hein. 2 à 3 générations, c'est long. Hein. Merci Éric Marseilly pour ces éléments, pour cet échange. On a l'occasion de vous revoir parce que je pense qu'on parlera européenne la prochaine fois qu'on se reverra, puisque vous y êtes dedans. Merci à vous pour cet échange. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci.